Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, autisme et mystique. La semaine dernière, à propos d'Unicazurne et à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée par le musée de la Halle Saint-Pierre pendant les premiers mois de l'année 2007 et à partir de maintenant même, nous avions beaucoup parlé des rapports entre la créativité, entre ce qui est éventuellement de l'ordre d'une expérience mystique et ce que aujourd'hui nous appelons la maladie mentale. Et on se rappelle peut-être que Serge Tribolet, psychiatre à la Maison Blanche, avait réintroduit la notion qui était celle de Platon de la folie, qui peut être soit la mauvaise folie, c'est-à-dire effectivement la maladie mentale, soit la bonne folie, celle par laquelle on est enthousiasmé, c'est-à-dire qu'on est possédé par les dieux, ce que Serge Tribolet, dans l'un de ses livres, appelle la folie bienheureuse. Et c'est un petit peu la réflexion que nous voudrions continuer aujourd'hui, en cherchant à comprendre quelle est la parenté, et souvent la parenté étroite, et en même temps, néanmoins, la différence, et la différence radicale, entre ce qui est de l'ordre de la psychose, d'une part, et ce qui est de l'ordre, justement, de l'expérience mystique. Car on voit bien que dans les deux cas, il y a accès à un autre monde, dont il s'agit de déterminer éventuellement le niveau de réalité, et en même temps, quel est ce mode d'accès. Et de ce point de vue-là, on voit bien que, d'une certaine façon, le niveau de réalité, si l'on peut dire, qui est atteint par les psychotiques ou qui est atteint par les mystiques, est extrêmement proche l'un de l'autre, et où, pourtant, précisément, la manière d'y arriver, la structure, en même temps que la position du moi, y sont totalement différentes, et où on est donc obligé d'avoir une sorte de conjonction des opposés, à la fois dans la différenciation et à la fois dans l'unité. Et pour nous guider dans ce parcours, pour nous aider à aller plus avant dans notre recherche et notre réflexion, nous avons avec nous aujourd'hui Chantal Lheureux-Davidse, qui est maître de conférence en psychopathologie de l'enfant à l'université Paris 7 Diderot et qui est par ailleurs spécialiste de l'anorexie et de l'autisme. Quand on pense à la psychopathologie, par exemple, des personnes qui souffrent d'autisme, je pense qu'il faut différencier ceux qui sont vraiment envahis par tout ça, c'est-à-dire que ça les empêche de vivre au quotidien. Et puis, peut-être que si on différencie ça de troubles autistiques, par exemple, qui sont gênants, mais qui sont intermittents, occasionnels, là, on fait la différence déjà entre la psychopathologie lourde et puis des troubles qui peuvent être gênants de temps en temps, mais qui n'empêchent pas une adaptation sociale, par exemple. Lorsque vous parlez de troubles autistiques, je vais simplement, de manière beaucoup plus large, parler de troubles schizophréniques. Oui. Je pense à quelqu'un comme Erik Satie, dont on voit très bien qu'il y a des troubles schizophréniques chez lui, oui. Il y a une certaine stéréotypie qui s'installe, etc. Bon, en même temps, ça ne l'empêche pas d'être le musicien que nous connaissons. Mais comment, je dirais, s'allie précisément la créativité et des troubles qui sont quand même de l'ordre pathologique? Oui. Quand on parle d'autisme, par exemple, on est bien loin de la manifestation de la créativité, même si ces enfants ou ces adultes peuvent être sur des plans qui peuvent faire penser à un état que j'appellerais de pré-créativité, c'est-à-dire une pensée assez large, une pensée métaphorique, parfois une pensée par association d'idées. Mais par exemple, chez les personnes autistes, souffrant d'autisme, c'est très rare quand il y a un projet de manifestation de leur créativité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'idées dans leur tête qui soient créatives, en fait. Parce que quand on rencontre les enfants autistes, on s'aperçoit que de temps en temps, ils vivent des moments extatiques qui côtoient malheureusement d'autres moments qui sont plutôt catastrophiques, mais tous ces moments extatiques, on se demande si ce ne seraient pas des moments où ils seraient capables de contacter des instants un peu créatifs, comme certains artistes peuvent le vivre. Le problème, c'est que les enfants autistes en restent là souvent, et ils
ils n'ont pas toujours accès au langage, ils n'ont pas toujours un projet de manifester tout ça en l'adressant à quelqu'un. C'est-à-dire que souvent, ils n'ont même pas la notion que l'autre existe. Alors que chez les artistes, c'est quand même très différent, même s'ils sont souvent perdus dans une pensée large, pensée créative, très associative. Ils ont, à un moment donné, le projet de manifester leur pensée, et c'est là que se fait le passage entre leur pensée et le monde de la manifestation, sous forme un projet à travers de la musique ou une écriture ou le langage ou quelque chose comme ça. Vous dites, d'une certaine façon, l'artiste communique, il s'adresse quand même aux autres. Or, souvent, moi-même d'ailleurs, lorsque j'écris, je sais très bien que je m'adresse à moi-même. Oui. Et en m'adressant à moi-même, en réalité, implicitement, je m'adresse aux autres. Oui. Donc, c'est le problème qu'on se pose, c'est comment se fait cette intériorisation de l'autre, alors que sur le moment, le créateur n'en a pas conscience. Oui. Alors peut-être qu'on pourrait prendre toute cette question-là à partir des origines de la créativité, si on peut imaginer quelles pourraient être les origines de la créativité. C'est-à-dire que je pense que toute personne créative commence à créer à partir d'un vécu de souffrance. Chez les enfants autistes, on pourrait supposer qu'il s'agit un petit peu de la même chose, c'est-à-dire des instants ou des moments qu'ils auraient vécu d'une façon assez traumatique les entraîneraient finalement à chercher des stratégies inconscientes, mais des stratégies pour s'apaiser d'un trop-plein, d'un excès de sensations, d'émotions ou de quelque chose d'ingérable en tout cas. Et en essayant de s'apaiser, finalement, ils vont, malgré eux, se désinvestir de leur ressenti corporel. Et en se désinvestissant de leur ressenti corporel, finalement, ils vont plutôt se réfugier dans leurs pensées. Et dès qu'on se coupe des ressentis corporels, qu'est-ce qu'il se passe ? On ne pense pas de la même façon. C'est-à-dire que la pensée n'est plus une pensée logique de cause à effet, qui serait liée à un temps historique, qui pourrait finalement avoir un certain enchaînement, un déroulement, où on aurait une capacité d'anticipation. Mais au contraire, en quittant ce type de pensée que j'appellerais une pensée moïque, une pensée usuelle finalement, on se retrouve, si on se coupe de tout ça, on va se retrouver dans une pensée beaucoup plus large qui va être un peu une pensée hors temps. Alors les artistes connaissent ces états-là, mais ils ne s'y attardent pas trop longtemps. Et le problème, c'est que les enfants autistes, souvent en se coupant de leurs sensations, en tentant de s'apaiser, ils se retrouvent dans ce type de pensée malgré eux. Et finalement, c'est un tel refuge pour apaiser leurs ressentis corporels ou leurs ressentis émotionnels qui sont trop difficiles à gérer. Eh bien, ils vont s'y installer trop longtemps et ils vont être complètement... ils vont oublier de se raccorder à eux-mêmes, de se relier à eux-mêmes. Alors que les artistes, finalement, même s'ils sont très seuls quand ils créent, ils vont rester malgré tout centrés avec eux-mêmes. Et c'est grâce au fait qu'ils restent centrés avec eux-mêmes qu'ils vont, à un moment, avoir ce projet de manifestation par l'écriture, par la musique, par une œuvre, quelle qu'elle soit, en fait. Alors que les enfants autistes auraient tendance à se disperser dans ces pensées larges et métaphoriques, et par association d'idées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une pensée délirante, parce que je ne pense pas que l'autisme en fait entraîne une pensée délirante, contrairement à des états schizophréniques par exemple. Mais disons qu'ils n'arrivent plus à se centrer, ils n'arrivent plus à faire un choix
c'est-à-dire le choix de la manifestation qui passe par l'expérience corporelle. Alors que les artistes, à un moment donné, ont eu une telle expérience dans leur créativité, dans ce monde de pensée associatif, cet état de résonance qui crée de nouvelles idées, qu'ils ont envie de le partager parce qu'ils ont déjà l'expérience de la rencontre avec les autres. Ce qui fait que si on se coupe de la notion de l'autre, c'est comme si les autres étaient anéantis et on n'a même plus la notion qu'on pourrait se relier à nouveau à eux en partageant cette expérience en fait. Donc c'est un mode de pensée très particulier qui a tendance à faire que l'enfant se disperse dans ses pensées et même s'il a des instants extatiques, c'est ce que je pense, d'ailleurs ces enfants sont souvent extrêmement beaux, mais sans pouvoir le partager avec les autres. Et peut-être que tout le travail thérapeutique, en particulier le travail psychanalytique avec eux, ce serait de finalement les rejoindre dans cette pensée métaphorique, cette pensée par résonance, tout en ayant en arrière-plan évidemment le sens qu'on est dans une relation thérapeutique, que le but c'est qu'ils arrivent à se rendre compte que la relation existe. Et quand on peut les aider à partager ce monde métaphorique, finalement, on va essayer de les aider à repérer que des expériences sont partageables. Et c'est-à-dire que souvent, ils s'intéressent beaucoup à la rencontre avec les autres, contrairement à ce qu'on croit, mais d'une façon très détournée. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à la rencontre des objets, ils vont s'intéresser à la rencontre de mouvements, d'espace, des choses qui sont... Enfin, on n'a pas tellement l'habitude de penser comme ça. Les artistes, les poètes ont l'habitude de réfléchir comme ça, mais dans une pensée usuelle, on n'a pas tellement l'habitude de réfléchir dans ces termes-là. Et si on les aide finalement à décoder leurs métaphores, c'est comme si c'était une préparation à une rencontre beaucoup plus, on pourrait dire une rencontre beaucoup plus incarnée, beaucoup plus en direct. Mais disons que plus on utilise les métaphores, plus ça va avoir une fonction d'apaiser les émotions, parce que c'est comme un détour qui serait nécessaire pour que les intensités relationnelles ne soient pas trop fortes. Si vous voulez bien, Chantal Leroy, on va reprendre plusieurs des points que vous avez évoqués. Mais pour commencer, j'aimerais bien décaler un tout petit peu la discussion. Oui. Je le fais tout à fait exprès. Oui. Et je me réfugie évidemment sous l'autorité de quelqu'un qui a déjà fait ce genre de choses, c'est-à-dire Jacques Lacan, dans un de ses séminaires. Je veux dire par là que lorsque vous parlez de cette espèce de lien entre le monde, ce que vous appelez le monde métaphorique, et le monde de la réalité dans lequel est immergé notre moi. On sait très bien que, par exemple, dans la mystique chrétienne, c'est précisément à cela que l'on se rend compte que quelqu'un est un mystique et non pas un fou. Je pense à l'exemple même que prend Jacques Lacan, qui est celui de Sainte Thérèse d'Avila, qui est capable de vivre des extases extrêmement profondes et qui en même temps s'occupe des cuisines, surveille ses sœurs, etc. Et donc on a l'impression, là, de ce point de vue-là, qu'il y a quelque chose d'assez proche et en même temps forcément de radicalement différent. Voilà. Alors, à mon sens, les enfants autistes ont des expériences extrêmement fortes, comme celles que vous avez décrites, mais ce qui rend la chose pathologique, c'est que quand ils ont des expériences de la sorte, souvent ils sont coupés de toute l'expérience du monde social. C'est-à-dire que souvent les enfants autistes ne comprennent rien de ce qu'il se passe dans le monde social. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut s'habiller de cette façon, pourquoi il faut dire bonjour,
pourquoi... ils ne comprennent pas comment ça marche, le système social. Si je comprends bien, ils sont incapables d'établir le lien en fait entre différents mondes. Exactement, exactement. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas intéressés par le monde concret, réel, parce qu'en effet, il y a certaines personnes autistes, pas toutes, mais certaines personnes autistes, au contraire, qui vont s'isoler, non pas dans cette pensée large, métaphorique, mais elles vont s'isoler dans des recherches purement sensorielles. Ça, c'est une autre forme d'autisme, où il y a une recherche de sensations, mais ce sont des sensations à l'état brut, c'est-à-dire la recherche de la chaleur, la recherche de la douceur, la recherche plutôt d'ailleurs de la fermeté, plutôt avant même de trouver la douceur, la recherche de la lumière par exemple, l'expérience de la lumière. Et on s'aperçoit que ces recherches de sensations, si on les prend comme ça un peu de loin, on se dit mais c'est n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt de rechercher ces sensations simplement pour... qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et si par exemple on étudie le développement normal des bébés, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de liens entre l'expérience du bébé et l'expérience de ces enfants qui se réfugient dans certaines sensations, parce que ces sensations ne sont pas n'importe lesquelles, ce sont des sensations qui normalement sont trouvées dans la relation entre le bébé et la mère, c'est-à-dire qu'un bébé qui est en bonne relation avec sa mère, qu'est-ce qu'il va chercher? Par exemple, il va chercher le regard de sa mère, c'est ce qu'il recherche juste après la naissance. Il ne cherche pas à téter en premier, il cherche d'abord le regard de sa mère. Et qu'est-ce qu'il recherche dans le regard de sa mère? Il recherche beaucoup d'émotions, bien sûr, mais il va y trouver aussi de la lumière et puis quelque chose de vivant. Un regard qui est animé, plein de lumière en fait. Et la mère, elle recherche exactement la même chose. Donc là, il y a une expérience très particulière où finalement l'enfant reçoit à la fois des expériences lumineuses, de micro-accordage dans le regard, et puis en général, le bébé est tenu dans les bras d'une façon confortable. Il est généralement tenu spécialement au niveau de la colonne vertébrale et au niveau de sa tête, qui ne tient pas toute seule parce qu'il n'est pas encore très musclé. Et finalement, ce bébé reçoit des expériences sensorielles multiples. En particulier, il va sentir que tout son dos est bien maintenu, en même temps qu'il va avoir l'expérience du regard lumineux et en micro-mouvement vivant de sa mère. Et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'autisme? Des recherches de sensations qui vont être le même type de sensations que le bébé normal va trouver dans la relation, mais cette fois-ci, l'enfant autiste ne va pas les chercher dans la relation, mais il va les chercher dans son environnement. Comme si l'expérience dans la relation en direct était trop forte, était trop intense, et qu'il fallait d'abord se préparer dans le monde environnant à ces expériences-là, mais cette fois-ci, évidemment, les enfants autistes essaient de les contrôler, de les provoquer quand ils le veulent. Par exemple, certaines stéréotypies peuvent être comprises de cette façon-là. Ils vont par exemple être fascinés par un magnifique éclat de lumière sur une flaque d'eau, et si possible, si la flaque d'eau bouge, c'est encore mieux. Si ça ne bouge pas, eh bien, ils vont par exemple agiter leurs doigts entre la lumière, le reflet et leurs yeux. Et alors on peut appeler ça stéréotypie, ça c'est un symptôme qui est souvent décrit chez l'enfant autiste, mais ça a beaucoup de sens tout ça, c'est-à-dire que si on partage avec l'enfant ses expériences d'extase finalement, quand il recherche de la lumière, des micro-mouvements, et qu'on lui dit on partage ça avec lui, comme tellement c'est magnifique de trouver tout ça. Ça lui permet d'abord de se sentir concerné parce qu'il est en train de vivre. Il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui existe à côté, ça lui fait découvrir que l'autre existe. Et ensuite, dans un second temps, dans la mesure où il est un peu plus concerné par lui-même, d'emblée, il va se rendre compte qu'il est en relation. S'il est en relation, après, il va être beaucoup plus intéressé par la relation en direct. Et ses recherches de lumière et de micro-mouvements, finalement, il va petit à petit les diriger vers les yeux
du thérapeute. Et ça, ce sont des instants extrêmement émouvants et assez merveilleux parce qu'on voit comment l'expérience dans l'environnement inanimé dans lequel ils sont réfugiés va être une préparation, si on les accompagne dans ce sens, vers une reprise de relation directe avec le thérapeute. Même si c'est fugitif, parfois c'est un dixième de seconde, et c'est tellement magnifique que c'est une expérience pour le thérapeute comme pour l'enfant, et forcément on a envie d'y retourner. Et petit à petit, l'enfant s'apprivoise, petit à petit s'aperçoit que la relation en direct est agréable. Et ce qui est tout à fait étonnant, Chantal Lheureux, à travers ce que vous décrivez, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, je dirais d'abord, de prime abord, à certaines pages, par exemple d'un livre comme Le Thalassa de Ferenczi, mais derrière, c'est pas pour rien d'ailleurs que je passe par Thalassa, à quelque chose qui est de l'ordre de ce que Romain Rolland présentait à Freud, c'est-à-dire le sentiment océanique, un sentiment de fusion cosmique en quelque sorte, ou ce que l'on trouve dans les grands textes hindous, qui est la disparition en quelque sorte totale, où la goutte d'eau devient indiscernable de l'océan dans lequel elle se repère. Et en même temps, ce qui est tout à fait étonnant là-dedans, c'est qu'effectivement, on voit bien comment, je dirais justement par opposition à nos traditions à nous, se perd le sens d'une altérité. Bon, dans le cas que je donne, évidemment, c'est une altérité transcendante, mais c'est le fait qu'il n'y ait plus, justement dans la fusion, il n'y a plus d'autre. Fût-ce ce que Lacan à nouveau appellerait le grand autre. Alors cet intérêt pour ce monde infini, finalement, ce qu'on peut appeler donc le monde océanique, en fait, quand on en fait l'expérience provisoirement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut revenir à son sentiment moïque et faire le va-et-vient entre les deux. Et là, il n'y a rien de pathologique, heureusement. C'est un plaisir d'être inspiré par un monde infini, où tout est possible finalement. Et lorsqu'on est dans ce type de pensée, c'est tout à fait normal qu'on en perde la notion de soi-même, la notion de son corps, on en perd la notion de son image du corps finalement. Ce qui devient pathologique finalement, c'est lorsque ça dure trop longtemps. Ça dure trop longtemps et à ce moment-là, on est tellement identifié à chaque parcelle de l'univers, ou chaque objet, chaque mouvement, chaque lumière, qu'on risque d'en perdre un certain centre de soi-même, et c'est là où on n'arrive plus à retrouver, à se rassembler autour d'un axe, et là ça devient dangereux psychiquement, et c'est évidemment l'expérience des enfants autistes qui n'arrivent pas à se rassembler souvent, et d'ailleurs ça se remarque par un désinvestissement corporel provisoire, qui est heureusement réversible, mais plus on fait l'expérience de se détacher de l'expérience corporelle, plus on est dilué dans cet environnement infini. Et à ce moment-là, il peut y avoir des angoisses terribles de sentiments qu'on est anéanti en fait dans son corps. Alors il y a une sorte de panique parce qu'on n'est plus relié à son corps dans ces cas-là. Et si par exemple on a un mouvement à faire, eh bien on ne sait pas comment s'y prendre. Et les enfants autistes sont sans arrêt dans ces états-là, enfin très souvent dans ces états-là, il y a des gestes qu'ils ont déjà faits, donc ils ont envie de faire ce geste, mais c'est comme si les pensées n'étaient plus reliées à leur corps, ils n'arrivent plus à se recentrer, et alors à ce moment-là, ils sont dans des angoisses de ne plus sentir leur corps telles que c'est à ce moment-là souvent que ces enfants vont s'automutiler, vont se procurer des sensations extrêmement fortes
Nous, on ne pourrait pas supporter un quart de seconde de se mordre les mains, les articulations, de s'arracher la peau comme ils peuvent le faire de temps en temps. Mais c'est comme si l'expérience corporelle était absolument nécessaire pour retrouver une certaine motricité. Et les automutilations, à mon sens, peuvent être comprises de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il faut absolument réveiller un corps qui ne répond plus au prix d'une douleur intense. Et c'est vrai que parfois on les voit se faire mal, se mordre les mains pendant 5 minutes sans rien ressentir apparemment, et puis tout d'un coup ils ressentent quelque chose. Et puis la douleur qu'ils se sont infligée est telle que tout d'un coup ils sont vraiment dans leur corps, mais c'est tellement insupportable d'être dans un corps douloureux qu'on a l'impression que très vite ils vont se réabsenter de ce corps, et on voit toute la difficulté là due à ce clivage entre cette coupure entre les pensées et le ressenti corporel. Mais toute l'inspiration d'un monde infini dans lequel ils se trouvent souvent, les inspire aussi. On sent qu'ils sont parfois en extase. Ils ont une capacité à être en extase qui est extraordinaire. D'ailleurs, dans les thérapies, on partage ces moments merveilleux si on a accès à une certaine compréhension des métaphores, qu'on arrive à un peu décoder de temps en temps certaines métaphores. Mais oui, ça peut tout à fait faire penser à ce sentiment ossianique, comme ça. La grande difficulté, c'est d'arriver à refaire un choix, c'est-à-dire que quand on fait un choix, ne serait-ce que le choix d'être dans son corps et pas dans un autre, eh bien, on est obligé de renoncer à tout le reste. Et quand on renonce à tout le reste, c'est la panique à bord, parce que comme on identifie à n'importe quel objet, n'importe quelle parcelle de l'environnement, on a l'impression que si on renonce au reste, on renonce aussi à soi-même. Et il y a une sorte d'accrochage à cette pensée large pour éviter finalement d'être dans des angoisses d'abandon extraordinaires. D'ailleurs, les artistes, les écrivains connaissent ces expériences-là. C'est-à-dire que c'est très difficile de passer de ce monde où on peut avoir beaucoup d'idées dans sa tête. On sent qu'on est très inspiré, on sent qu'on a des idées formidables, et puis on a l'impression que le jour où on écrit tout ça, ou le jour où on réalise une œuvre ou une peinture, on a l'impression que c'est dérisoire. Et on a du mal à faire ce choix de se réduire comme ça sur une feuille de papier ou dans une sculpture ou à travers un tableau, et ça paraît toujours presque rien par rapport à toute l'expérience qu'on avait avant. Mais tant qu'il n'y a pas ce projet de manifestation et cette réalisation de cette manifestation, en fait, il n'y a pas de créativité. Les enfants autistes n'ont pas cette expérience de créativité manifestée, en fait. Mais alors, de ce point de vue-là, Chantal Leroy, est-ce qu'on ne tombe pas sur un thème philosophique bien connu, mais qui me semble extrêmement profond, à savoir que nous n'existons que si nous acceptons finalement le monde de la perte, le monde du manque, et que tout choix, par définition, suppose qu'on n'a pas choisi le reste. Exactement, vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que le désir vient toujours à partir d'un manque, et toute la question, c'est d'accepter justement cette perte, et beaucoup d'enfants autistes ont beaucoup de mal à renoncer à tout ça. D'un autre point de vue, est-ce que ce n'est pas, je dirais, ce que les sagesses orientales ont quand même de plus que nous, dans notre tradition? Je pense par exemple à quelque chose comme le yoga, dans lequel la recherche est bien la recherche
cette communion cosmique, si on peut dire. Bon, et en même temps, ça passe à travers le corps, à travers une habitation du corps, et je dirais presque une exploration de son corps, et l'usage du corps. C'est-à-dire qu'apparemment, les deux choses sont quand même très fortement reliées l'une à l'autre. Voilà, et ça, quand on est relié justement entre ces expériences corporelles et puis cet état très large, eh bien en fait, on n'est pas dans la psychopathologie. On est plutôt dans quelque chose de créatif, justement, où on ne cesse de se réinspirer dans ce monde très large, mais on en fait l'expérience régulièrement, corporellement aussi. Et puis dans le monde social, il y a quelque chose qui se partage, il n'y a pas quelque chose qui est coupé, soit dans une isolation finalement, dans des ressentis purement corporels, soit dans des expériences purement de l'ordre de la pensée, en fait. Puis il y a même une autre forme d'autisme qui serait d'éviter ces clivages, parce que quand on est dans son corps, quand on est autiste et qu'on est dans une expérience purement sensorielle, on a très très peur de perdre ses pensées, et comme si ses pensées étaient anéanties. Et quand au contraire on est exclusivement dans ses pensées, on a peur de perdre l'expérience de son corps, comme si le corps n'existait plus. Il y a des expériences d'ailleurs d'angoisse d'arrachement des mains, de la bouche, des extrémités, de la colonne vertébrale, de l'arrière de la tête, qui sont bien connus des thérapeutes, des psychanalystes qui s'occupent d'enfants autistes. Et il y a certaines expériences qui tentent d'éviter l'annulation, l'anéantissement, soit des pensées, soit des perceptions sensorielles, enfin de l'expérience sensorielle. Ce serait finalement de passer sans arrêt d'un état à un autre, mais alors à ce moment-là on est tout le temps en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des enfants autistes qui sont sans arrêt en train de bouger, qui ont l'angoisse que la vie s'arrête en fait. Donc on a l'impression qu'ils entretiennent le mouvement de la vie, mais qui ne s'arrêtent jamais nulle part, ni dans leurs pensées, ni dans leurs expériences sensorielles. Ça c'est encore très pathologique, mais c'est une autre façon de vivre l'autisme en fait. Alors, je voudrais vous proposer un schéma, Chantal Lheureux, pour voir comment vous y réagissez. C'est-à-dire que je pense à ce qui nous est présenté dans une certaine philosophie de l'islam, particulièrement chez les soufis, particulièrement chez quelqu'un comme Ibn Arabi, qui considère qu'au départ, il y a, disons, la réalité ultime, la réalité fondamentale, que cette réalité fondamentale se manifeste dans ce qu'il appelle le monde de la connaissance absolue, le monde du nonou, en arabe alam al-mital. Je m'excuse pour la prononciation. Et puis, qu'il y a notre monde à nous. Et que c'est ce qu'on appelle l'arc de la descente. Et puis, il y a l'arc de la remontée dans lequel on repasse par ce monde pour aller vers la réalité. Et lorsque je vous entends, j'ai l'impression que cette pensée associative est très proche de ce monde qui est un monde symbolique, en fin de compte, mais que les autistes sont restés bloqués, si on peut dire, dans la descente, alors que ceux qu'on appelle les spirituels, puisque Ibn Arabi, c'est dans cet horizon-là, eux sont au contraire dans l'arc de la remontée. Et à mon sens, même si ce n'est pas du tout mon domaine, je pense que les mystiques ont l'expérience de faire ces va-et-vient entre les différents plans. Pour remonter, ça suppose qu'on a habité son moi. Exactement. Alors que les enfants autistes ont beaucoup de mal à en effet, on pourrait dire, à s'incarner finalement, à se sentir dans leur corps, à descendre en fait de ce monde parfois très subtil, mais très associatif, que les soufis appelleraient le monde mital en fait. Et c'est ça précisément que je cherche à comprendre, parce que je veux dire, on sait très bien que depuis très longtemps on a repéré les parentés entre ce qu'on appelait avant le folie et la génie, ou la folie et la sainteté. Et pourtant, je disais tout à l'heure, il y a une différence absolument radicale. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faudrait chercher? C'est qu'effectivement la position du moi est complètement différente, et que dans ce monde, si le moi n'est pas assuré, si l'existence n'est pas assurée, si on n'a pas pris racine dans son corps, en réalité c'est un monde dans lequel on se perd. Exactement, vous avez tout à fait raison, parce que quand on est éloigné de son expérience corporelle, on n'a pas le sentiment qu'on existe. Et dès qu'on a conscience qu'on habite son corps, on est immédiatement relié avec les autres. C'est-à-dire que la communication avec les autres se fait d'emblée. Il n'y a pas besoin
de faire des efforts là-dessus, ça se fait tout seul, c'est-à-dire dès qu'on est bien avec soi-même, on se sent relié avec les autres. Donc on comprend bien que des enfants qui ne sont pas du tout reliés au monde social, parce qu'ils n'en ont pas fait l'expérience, ils ne comprennent pas comment ça marche, on comprend bien que c'est probablement très relié au fait qu'ils n'arrivent pas à se sentir exister en continu dans leur corps, même si de temps en temps ils ont quand même cette expérience d'être dans leur corps. Il y a des moments où ils sont capables de faire certains mouvements, certains gestes, si on les accompagne, et en particulier si on les aide à démarrer certains mouvements. C'est pour ça que quand on aide ces enfants autistes à être beaucoup plus en contact avec eux-mêmes, on va souvent les aider à démarrer certains mouvements pour qu'ils arrivent à se sentir dans leur motricité, dans leur corps, en nommant, quand on nomme ce qu'ils ressentent, ce qu'on imagine de ce qu'ils pourraient ressentir, parce que souvent ils se dirigent vers les bonnes sensations, des sensations qui les intéressent très précisément. On se dit, mais ils savent ce qu'ils font, mais en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas conscience de leurs sensations, alors que quand on les aide à nommer, quand on nomme ce qu'ils ressentent, tout d'un coup, ils ont l'impression de se reconnaître, et puis tout d'un coup, ils se sentent exister. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, ils ouvrent des grands yeux, ils se tournent vers vous, ils ont un regard complètement extatique, le regard se croise, et tout d'un coup, la relation existe. Est-ce que finalement, je dirais, certains philosophes antiques n'étaient pas plus sages que nous? Je veux dire, on voit très bien comment ils se servent du terme de folie. Et du terme de folie en distinguant soigneusement, je pense par exemple au dialogue du Phèdre chez Platon, dans lequel il distingue très soigneusement la mauvaise folie, c'est-à-dire ce qu'en gros nous appelons la maladie mentale, lorsqu'on lit les textes, et la bonne folie, c'est-à-dire justement les états de créativité, ces sentiments extatiques, mais ces sentiments extatiques qui n'empêchent pas la personne d'être elle-même. Au contraire. Et donc, c'est-à-dire justement ce qui marque cette parenté, et ce qui marque en même temps précisément cette différence, c'est-à-dire sans tomber dans l'espèce de romantisme qu'on a connu parfois, dans lequel on disait, du moment qu'on est fou, ça va, c'est bien. Dire non, la folie, effectivement, ça peut être de la maladie mentale, ça peut être de la pathologie, mais tout n'est pas pathologique. Oui. Et puis parfois, d'ailleurs, on a même aussi imaginé que d'être autiste, ça pouvait être très créatif, alors que c'est tellement une expérience difficile quand on rencontre au quotidien des personnes qui sont autistes, même des personnes autistes de haut niveau, comme on les appelle, ou qui souffrent de syndrome d'Asperger également. Ils peuvent tout à fait avoir des points où ils sont extrêmement brillants, ils peuvent retenir des tas de choses, ou apprendre le bottin par cœur, ou visualiser en un quart de seconde une page, et puis le relire dans leur tête. Alors on se dit c'est formidable, ce sont des personnes brillantes, mais en fait ça n'empêche absolument pas que dans leur quotidien c'est une catastrophe, c'est-à-dire c'est très très difficile d'accéder au sens, à l'intérêt du monde social. Donc n'idéalisons pas des personnes, même si elles sont performantes sur un petit point, parce que c'est une pathologie qui les fait beaucoup souffrir, et c'est quand même extrêmement éprouvant d'être dans des états comme ça, pour eux comme pour leur entourage, parce que l'entourage ne sait pas trop comment les aider pour se sortir de tout ça, en fait.
Alors justement, j'en reviens moi au sujet qui me poursuit, c'est-à-dire que je vais reparler de la mystique, mais à nouveau pour bien faire la différence. Si j'ai bien compris, l'autiste, disons, ne peut pas dire, selon un langage articulé et logique, ce qu'il ressent. Et là aussi, on sait très bien que les mystiques passent leur temps à dire « mais ce que j'ai vécu, je ne peux pas le dire », etc. Simplement, eux, ils sont capables de dire qu'ils ne peuvent pas le dire. Voilà, et donc de penser qu'ils ne peuvent pas le dire. Voilà. Alors ça ne veut peut-être que certains enfants autistes ont envie de dire des choses, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Parce que quand on perd la pensée reliée au corps, à l'expérience corporelle, c'est-à-dire cette pensée usuelle, cette pensée moïque, eh bien, on ne sait pas, quand on perd cette pensée reliée au corps, on perd toute capacité logique d'enchaînement de cause à effet. Ce qui fait qu'on peut connaître un certain nombre de gestes ou un certain nombre de choses en fait dont on a déjà eu l'expérience, mais le problème c'est qu'on n'arrive plus à relier les éléments entre eux, et c'est ça tout le drame des personnes autistes, parce que elles savent faire chaque geste, mais elles ne savent pas comment s'y prendre, elles ne savent pas par quoi commencer. C'est comme si tout était en vrac. Alors si on les guide, voilà, tu peux faire ça maintenant, tu peux te lever, maintenant tu peux attraper ceci, ou tu peux faire ceci ou cela. L'enfant, très souvent, est très content qu'on l'aide pour chaque geste au fur et à mesure. Par contre, si on lui demande de faire ceci et cela en s'organisant, parce qu'on sait qu'il l'a déjà fait, eh bien on s'aperçoit que l'enfant n'arrive pas souvent à exécuter les gestes nécessaires pour arriver à son but. Donc ils souffrent beaucoup de ne pas savoir par quoi démarrer. Donc là on peut beaucoup les aider à ce niveau-là en fait, hein. Les aider à démarrer, retrouver finalement le début d'une histoire et puis on les aide élément par élément pour arriver à retrouver un enchaînement possible au niveau moteur, au niveau du langage parfois. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui ne parleront jamais, à peu près la moitié d'entre eux. Certains vont accéder à certains sons, et puis d'autres vont accéder au langage. Mais c'est quelque chose de très difficile, tout ça, en fait. Et est-ce que ce n'est pas un des problèmes de beaucoup de choses qui tournent dans l'air du temps, si l'on peut dire, Chantal Lheureux, à savoir cette fameuse disparition du moi. Oui. Ça, Dieu sait qu'on l'entend. Et est-ce qu'il n'y a pas une distinction quand même très claire à faire, que ne pas accéder au moi, ce n'est pas du tout la même chose que de dépasser le moi. Exactement. Parce que dépasser le moi, ça veut dire que le moi existe. Exactement, c'est-à-dire que quelqu'un qui dépasse le moi, on a déjà eu l'expérience. Et si cette expérience est suffisamment intégrée, il peut se permettre d'étendre son champ de pensée finalement, puisqu'il est finalement toujours relié à un certain centre dont il a eu l'expérience, qui est intégré, alors que des enfants autistes qui ont très peu eu accès à leur expérience corporelle en continu, finalement perdent régulièrement cette notion de centre. Et d'ailleurs, même corporellement, ils perdent la notion qu'ils ont un axe vertébral, et il n'est pas rare de voir que ces enfants présentent des fausses hémiplégies. Tout d'un coup, ils se mettent à boitiller, comme s'il y avait toute une partie du corps qui était effondrée. Et puis à d'autres moments, ce sera l'autre côté. Là, on voit que c'est pas neurologique, on voit que c'est pas génétique non plus, mais c'est une expérience de perte de la notion d'une partie de leur corps. Donc ce qui est compliqué, c'est après de trouver le moyen de retrouver l'expérience corporelle. Et pour retrouver cette expérience corporelle, ça passe par l'expérience d'un axe, de son axe. Et l'axe corporel est très lié à l'expérience de la rencontre dans le regard, en fait, avec l'autre. C'est-à-dire qu'on sait que chez les enfants autistes, il y a beaucoup d'évitement du regard. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas intéressé par la relation, parce que très souvent, dès que l'adulte qui s'occupe de lui tourne la tête, il scrute dans la direction de cette personne. Et puis en direct, par contre, c'est une expérience qui est beaucoup trop forte, comme si c'était saturé d'émotions, de rencontres, qui seraient ingérables. En fait, l'enfant autiste est souvent dans une sorte d'excès. Et par contre, dans l'expérience thérapeutique avec des enfants autistes, quand petit à petit ils s'aperçoivent que l'autre n'est pas dangereux, que c'est plutôt agréable, que quelqu'un
l'aide à nommer ce qu'il ressent, à se sentir exister. À ce moment-là, il y a des retrouvailles avec le regard, et dès que le regard est retrouvé, même si au début c'est un petit peu fugitif et puis ça se répète petit à petit d'une façon un peu plus longue, dès que le regard est retrouvé, immédiatement l'axe du corps se retrouve également. C'est-à-dire que la notion d'axe corporel est tout à fait liée aux retrouvailles dans le regard en fait. Et ça leur permet aussi de faire l'expérience que les pensées ne sont pas anéanties pendant ce temps-là. Alors ça, c'est tout un grand programme aussi avec les enfants autistes en thérapie, c'est-à-dire que quand on ne voit plus quelqu'un, on a l'impression qu'il disparaît. Et toute la question, c'est d'arriver à comprendre et à intégrer et d'en avoir l'expérience que lorsqu'on ne voit plus quelqu'un ou on ne voit plus un espace ou un objet, il n'a pas disparu. Alors, quand on le retrouve, on le reconnaît puisqu'on a déjà eu l'expérience, mais la grande angoisse, c'est que tout s'efface au fur et à mesure des changements. C'est-à-dire que souvent, ils sont terrorisés par tout changement, en fait, comme si tout allait être anéanti, comme si la vie s'arrêtait à chaque fois, en fait. Donc, on va travailler aussi avec eux beaucoup sur la question de la continuité d'être. L'expérience de la musique va beaucoup les aider d'ailleurs, parce que l'expérience de la musique va leur permettre de retrouver certains rythmes fondamentaux qui sont rassurants, et l'enchaînement de la musique rythmée, et quand il y a une mélodie aussi qui accompagne tout ça, ça recrée une expérience sensorielle de continuité qui va leur permettre d'intégrer les moments de rupture et de changement en fait. Mais à travers ce que vous dites, Chantal Lheureux, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un problème de rapport avec la temporalité en tant que telle. Tout à fait. C'est-à-dire que le temps qui passe n'est pas forcément de l'anéantissement répété. Voilà. C'est-à-dire que la question du temps est très reliée au mode de pensée dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que quand on est très peu relié à son expérience corporelle, par exemple, actuellement, beaucoup de personnes sont devant leur ordinateur pendant des heures. Ils pensent y rester 5 minutes, et puis devant, et puis finalement 3 heures après, ils y sont encore. C'est-à-dire que quand on ne bouge pas trop longtemps, tout d'un coup, on perd complètement la notion de l'heure, la notion du temps qui se déroule, du temps chronologique. Et on est dans un temps qui serait comme étiré, et évidemment, tant qu'on n'est pas dans son expérience corporelle suffisamment en continu, ou suffisamment souvent, eh bien, on n'a pas du tout la notion du temps qui s'écoule. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on n'a pas cette notion de temps qui s'écoule, on est incapable à ce moment-là de savoir par quoi on va commencer pour faire quelque chose. Et puis on n'est pas capable d'anticiper non plus. Ça veut dire que des personnes autistes par exemple, qui sont très peu reliées à leur sentiment de continuité d'être dans leur corps, eh bien sont incapables d'anticiper quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vivent à l'instant, comme si chaque instant risquait d'être catastrophique, spécialement quand il y a des changements en fait. Donc on voit que l'expérience est quand même assez difficile à vivre, et ils ont beaucoup besoin d'accompagnement pour retrouver ce temps qui s'écoule sans être dans des angoisses de risque d'anéantissement. Et d'ailleurs ce temps qui s'écoule souvent va être recherché à travers des métaphores de ce temps. Par exemple, il n'est pas rare que ces enfants entretiennent un mouvement sans pouvoir s'arrêter, comme si le temps ne pouvait pas s'interrompre, ou alors laisser couler l'eau comme si
C'est comme si ça pouvait éviter finalement que le temps s'arrête en fait. Et toute angoisse tout changement devient problématique, comme si le temps allait s'arrêter. Donc très souvent, il y a aussi des insomnies la nuit, comme s'il fallait entretenir le mouvement de la vie la nuit, au moment où tout s'arrête, justement, où tout est immobile. Il y a souvent cette angoisse de l'arrêt du mouvement, en fait. Ja. Dat is ook schriftelijk voor Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie. Livre. Pour continuer sur ces frontières indécises entre la folie et la mystique, ou plus exactement entre la maladie mentale et la mystique, que l'on peut ranger sous le terme générique et platonicien de folie, je voudrais attirer l'attention sur la réédition, aux éditions Jérôme Millon, du texte de Jean Maillard, Louise du Néant, suivi de la correspondance de cette fameuse Louise du Néant. De qui s'agit-il au juste? D'une jeune noble angevine, Louise de Belair du Tronchet, qui a vécu en gros sur l'ensemble du XVIIe siècle français, morte à peu près à 54 ans, et dont on voit très bien que d'une part, il y a quelque chose chez elle qui relève effectivement de la maladie mentale, et que en même temps, c'est pourtant, sans aucun doute, l'une des plus grandes mystiques du siècle français, de ce qu'on appelle précisément l'école de spiritualité française. D'ailleurs, elle était tellement à la frontière qu'on sait qu'elle a été enfermée pendant plusieurs années à l'hôpital de la Salpêtrière, en étant taxée de folle, en étant taxée de sorcière, et puis, dans une sorte de balancement, elle est devenue ensuite soignante de tous ceux qui étaient effectivement enfermés à la Salpêtrière, et où elle va montrer, à travers l'anéantissement de soi, d'où son nom, Louise du Néant, comment effectivement on peut entrer en relation avec le divin. Et de ce point de vue-là, on voit bien comme nous sommes dans cette parenté différentielle dont nous essayons de parler, et comme nous sommes extrêmement proches, par exemple, d'un certain nombre de leçons. Je pense aux leçons évidemment de Jacques Lacan, en particulier dans son 20e séminaire. Ce qui est fort considérable, c'est qu'elle abhorrait naturellement toutes les austérités, aussi bien que toutes sortes d'humiliations, et qu'elle était contrainte de se faire la dernière violence pour s'y résoudre. « Ah, mon dernier amour !» s'écriait-elle. « Si vous n'étiez pas aussi aimable que vous êtes, je ne ferais pas ce que je fais, mais que ne dois-je pas souffrir pour vous contenter ?» Et puisque, avec Louise du Néant, nous plongeons, en définitive, dans l'espace réel de la mystique, je voudrais signaler aussi l'apparition aux éditions Arfuyennes de ce petit texte de François Fénelon, La tradition secrète des mystiques, ou, comme l'indique le sous-titre, le gnostique de Saint Clément d'Alexandrie. De quoi s'agit-il en réalité? C'est bien de la fameuse querelle du quiétisme qui va en quelque sorte boucler toute l'école et en même temps le courant de spiritualité française du XVIIe siècle, ce quiétisme selon lequel on s'abandonne totalement à la volonté de Dieu, on s'anéantit soi-même et d'une certaine manière, on n'a plus à s'inquiéter de son sort à partir du moment où on a remis son âme entre les mains du Seigneur. Ce courant, on le sait, a été très vite condamné par Rome. Sa figure phare, si l'on peut dire, c'est-à-dire Molinos, au même moment, c'est-à-dire à la toute fin du XVIIe siècle, se trouve en prison à Rome, et le texte
que nous avons là de François Fénelon est une sorte de justification du quiétisme au moment où, devant les attaques de Bossuet, devant l'inquiétude en même temps qui est celle du roi de France, c'est-à-dire Louis XIV, devant un mouvement spirituel qui, d'une certaine manière, se situe en dehors de toute autorité, où François Fénelon, donc, essaie d'amener la justification spirituelle, mystique, théologique en même temps, de celle qui est l'emblème du mouvement, c'est-à-dire de Madame Guyon. Le lecteur conclura, par nécessité, que le gnostique n'est autre chose que le parfait chrétien. Et moi, je conclurai aussi que le parfait chrétien est l'homme passif des mystiques modernes. Parce qu'il est certain que le gnostique de Saint Clément et l'homme passif des mystiques de ces derniers siècles ne sont que deux noms donnés à une seule et même chose. En changeant de continent à présent, on peut relever, me semble-t-il, ce qui est extrêmement proche de cette mystique du rien, d'une certaine façon, qu'était le quiétisme aussi bien en France que d'ailleurs dans ces surgeons allemands tels qu'on les trouvera plus tard, mais de cette mystique du rien qui est la marque d'un esprit philosophique, je ne veux pas dire d'une religion, mais d'un esprit extrêmement éloigné d'une autre, c'est-à-dire celui du bouddhisme. Et de ce point de vue-là, il est important de prendre connaissance de ce livre intitulé « Ivresse de brume, griserie de nuages » aux éditions Gallimard, dans la collection Connaissance de l'Orient, qui s'attache à tout un certain nombre de poètes chinois et sino-coréens qui sont pratiquement inconnus chez nous et qui, d'une certaine façon, précisément en ayant pris la mesure de l'impermanence des choses, en ayant croisé, comme on le sait qu'a eu lieu historiquement, croisé le bouddhisme et le taoïsme, la figure de Bouddha et celle de Lao Tse, a donné naissance à ce qu'en Chine on appelait le Chan, et puis qui, en émigrant au Japon, est devenu le Zen. Et là, tout à coup, on voit effectivement ce que c'est que ces bonheurs infimes du quotidien, au-delà de tout, l'instant présent qui passe, dans lequel se dévoile l'éternité. Ermitage du vide. Entre les quatre murs, à l'origine, rien. On ne sait où placer la porte. Ce petit ermitage, vide, vide et calme. Clarté de la lune et vent pur balaient les nuages. Enfin, un peu dans le même esprit, je voudrais signaler le livre du rien, Quintessence du Zen, de Osho. Osho, on sait que c'est une figure un peu emblématique en Inde, sur laquelle d'ailleurs on peut éventuellement se poser quelques questions, mais où, en même temps, il y a un enseignement qui effectivement peut être une sorte d'introduction à ce qui est l'esprit le plus profond d'un certain nombre de philosophies orientales et que nous pouvons trouver aux éditions Almasta. En réalité, il s'agit d'ailleurs d'un commentaire du Shin Sin Ming, c'est-à-dire un recueil de poèmes sur la foi véritable, écrit à la fin du VIe siècle par Maître Sozan, l'un de ceux qui ont véritablement codifié, qui ont véritablement permis d'apparaître précisément au Chan chinois et donc lointainement l'ancêtre du Zen. Quand vous êtes vide, le tout tombe en vous et pourtant il reste l'infini. Quand vous réalisez la vérité, ce n'est ni un ni deux, c'est le vide. Tout disparaît, parce que quand le deux disparaît, le un disparaît aussi. Il ne reste rien, ou il ne reste que le rien. Le rien est le sommet ultime de l'illumination. Les livres aujourd'hui. Une réédition de Louise du Néant de Jean Maillard aux éditions Jérôme Millon. La tradition secrète des mystiques de François Fénelon aux éditions Arfuyennes. Ivresse de brume, griserie de nuages aux éditions Gallimard dans la collection Connaissance de l'Orient. Le livre du rien, Quintessence du Zen de Osho aux éditions Almasta. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Chantal Lheureux-Davidcé. Mixage Julie Garot, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azera.